Voilà, bienvenue à tous donc dans ce webinaire consacré aujourd'hui à la loi sur la protection des données personnelles en Suisse. Nous allons passer entre 45 minutes, 1 heure ensemble pour évoquer cette loi qui, on va le voir, a été mise à jour très récemment et qui va avoir une entrée en application prochainement, en tout cas d'ici quelques mois, avec des nouvelles règles. L'idée, ça va être aussi d'expliquer quelles sont les interactions entre cette nouvelle loi et le RGPD, et également quels sont les moyens très concrets pour, se mettre en conformité aussi avec ces objectifs. Alors, je suis moi Jérôme de Mercey, je suis donc fondateur de Dastra. Je suis en charge de l'accompagnement des clients. Donc j'ai travaillé, moi je suis juriste de formation, j'ai travaillé plusieurs années à la CNIL, donc l'Autorité de protection des données en France. Et également, je suis DPO certifié, donc dans les compétences de Bureau Veritas. J'ai eu cette possibilité d'exercer des fonctions de DPO externe. Je suis accompagné ici et j'ai le grand plaisir de recevoir donc Isabelle Dubois, donc qui va nous évoquer justement la nouvelle loi suisse sur la protection des données. Isabelle, je vous laisse peut-être vous présenter. Oui, merci Jérôme. Alors bonjour tout le monde. Je suis un peu votre pendant suisse, hein, puisqu'on a un parcours un peu similaire et que j'ai également eu le mandat de préposer à la protection des données et à la transparence pour le canton de Genève. Et puis depuis, je suis restée dans ce domaine passionnant à titre de consultante. Et puis, il y a notamment de la formation qui prend beaucoup d'ampleur actuellement. Et aussi parfois la recherche d'outils. Donc, ce qui est, je dirais en préambule, c'est que les personnes comme moi, anciens préposés et DPO externes, n'ont pas du tout pour habitude de recommander des outils précis. Et là, c'est une exception avec Dastra, comme on le verra plus loin, parce que on est souvent sollicité de démonstrations et moi je les ai toujours accueillis pour justement avoir une connaissance un peu des outils existants, mais vraiment rien de valable, hein. À part Dastra et qui est un outil conforme, c'est aussi pourquoi nous sommes tous deux aujourd'hui présents dans ce webinaire. Merci Isabelle pour cette présentation. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on va essayer de structurer notre présentation en 4 points. Une première introduction qu'on est en train de faire actuellement. On va assez rapidement passer donc sur justement la loi suisse. Donc là, je laisserai donc Isabelle prendre la parole pour expliquer cette loi suisse, cette révision de la loi, les différentes modifications qui sont aussi apportées par rapport à l'ancienne loi suisse qui préexistait, hein, je crois depuis 1993. Et ensuite, on va aborder dans un second temps finalement la mise un peu en pratique et l'aspect plutôt outillage justement de la conformité. On prendra le temps en fin de webinaire de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions tout au cours tout au long de cette présentation. Vous avez le système de chat en bas à droite pour poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre en fin de webinaire avec grand plaisir. Voilà, alors je vais vous dire quelques mots de cette modification parce qu'ensuite en Suisse c'était vraiment très laborieux. Il était nécessaire que nous montions le niveau d'exigence de notre loi parce que, et tout le monde ne le sait pas, la Suisse est vis-à-vis de l'Union européenne considérée comme un pays tiers, donc comme n'importe quel autre pays ne faisant pas partie de l'Union européenne. Heureusement, nous bénéficions d'une décision d'adéquation, c'est ainsi que nomment les décisions que la Commission européenne prend lorsque un pays a une législation de niveau adéquat, de façon que les relations puissent se faire aisément et le flux de données se faire d'une manière conforme et fluide. Et là était la question. On nous demandait évidemment, après l'entrée en vigueur du RGPD, de bien vouloir se mettre à niveau. Et d'ailleurs, ces décisions d'adéquation sont revues tous les 4 ou 5 ans. Et là, il y a eu un petit retard accepté par la Commission européenne parce que la Suisse a expliqué qu'elle révisait précisément sa loi. Et c'est maintenant que la décision d'adéquation va pouvoir sans doute tomber.
Et donc, il a fallu revoir la loi, qui finalement est publiée dans sa version future, déjà depuis, plus d'un an. Mais il s'agissait pour le Conseil fédéral de faire en parallèle l'ordonnance d'application. Et c'est là que les choses ont été compliquées. Alors je vous passe les détails, mais c'est la raison pour laquelle on a pris du retard et qu'à plusieurs reprises, l'échéance finalement a été reportée. Donc maintenant, nous avons une date fixe pour l'entrée en vigueur et de la loi et de son ordonnance, et ce sera le 1er septembre 2023. Donc prochainement, hein, effectivement. Ça veut dire aussi qu'on peut s'attendre à une décision d'adéquation, qui Bien arrivera sûr. certainement d'ici la fin d'année ou début 2024, j'imagine, le Oui, temps de oui. la décision? 23, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, en fait, si vous passez, Oui, hop, pardon. à la diapositive suivante, ce que j'aimerais rappeler, c'est que, ben, vous l'avez dit, on a une loi qui est ancienne, certes, mais en fait, dans sa teneur globale, elle est déjà et elle reste, hein, ce qu'elle est actuellement et ce qu'elle a donc été pendant plus de 20 ans. Et donc, les exigences de conformité sur le territoire suisse, elles existent de longue date. Alors, toutes les entreprises ne le savent pas, c'est comme ça. J'imagine qu'en France, c'est un petit peu la même chose, hein. On ne doit pas être très loin. Oui, les principes datent aussi de 1978 pour la plupart Ouais, et bon, malgré tout, il y a des gens qui découvrent ces principes c'est ça. encore aujourd'hui. Donc Voilà. plus de Alors, 50, plus on de est assez 40 ans, content. Ouais. après, oui. On est assez content finalement d'avoir l'occasion de remettre l'ouvrage sur le métier et puis de faire justement ben, ce genre de choses que nous faisons maintenant, des webinaires pour dire qu'il est temps. Il n'est pas trop tard, mais il est temps de mettre en œuvre vraiment ces principes. Alors là, vous les voyez très résumés avec dans les crochets le terme utilisé par le RGPD pour traiter du même principe. Donc, pour rassurer les personnes qui sont avec nous ce matin, on peut redire qu'heureusement, tous les principes applicables au traitement des données personnelles, de même que les notions de base et définitions, sont les mêmes. Alors, entre France et Suisse, entre RGPD et LPD, mais également sur le territoire suisse, entre la loi fédérale et sa déclinaison cantonale. Parce que vous savez, Jérôme, que nous avons ce système de fédéralisme qui fait qu'on est en quelque sorte bicéphale et qu'on a toujours une législation fédérale et son pendant cantonal, en tout cas pour les textes fondamentaux. Donc on a une constitution fédérale et puis chaque canton a sa constitution cantonale. De même, en protection des données, on a une loi fédérale qui s'applique à toutes les entreprises Mmh, privées en particulier. Et lorsqu'on est une institution publique, alors on va dépendre de la loi cantonale. mmh, Donc, les principes, heureusement, sont les mêmes. Alors, vous les voyez là listés. On a un principe en Suisse qui est un peu un terme barbare, un licéité. On se demande des fois ce que ça recouvre, mais en fait, c'est que, à l'instar de ce que dit le RGPD, on a besoin d'un motif qui légitime le traitement. Eh bien, soit on en a besoin parce que la loi nous impose un traitement ou nous l'autorise, ou parce que nous avons un intérêt qualifié de prépondérant à faire ce traitement, ou alors nous agissons sur la base du consentement. mmh, De même, on connaît le principe de bonne foi, qui est l'équivalent du principe de loyauté, et un grand principe, mais qui mérite beaucoup d'attention, c'est le principe de proportionnalité. Le RGPD nous dit, ben, on minimise les données que l'on collecte d'une part, et puis on s'attachera aussi à minimiser la durée de conservation de ces données. Alors la Suisse parle de proportionnalité. Elle nous dit que on va traiter que ce qui nous est nécessaire, mais tout ce qui nous est nécessaire, c'est important, hein. Donc elle ne se veut pas du tout castratrice ou empêcheuse de tourner en rond et de travailler. Elle nous dit simplement, si vous avez besoin d'un type particulier d'information, traitez-le, mais faites l'analyse préalable de savoir si vous en avez le besoin. Donc voilà. proportionnel, c'est ça, hein. Je traite que ce qu'il me faut, mais tout ce qu'il me faut et puis, ben, pas plus longtemps que nécessaire. Alors, ce sera la finalité bien sûr qui la plupart du temps va déterminer cette durée, hein. Donc là, on Mmh, bon, c'est assez facile à comprendre, je crois et puis c'est facile à mettre en œuvre pour autant qu'on veuille bien se remettre soi-même mmh. en question, hein, comme responsable de Mmh. traitement et se poser les bonnes questions.
C'est un peu du bon sens, hein, la plupart du temps, Mmh, en fait, hein. C'est vraiment, heu, je crois qu'on peut aussi dire que c'est, on peut pas finalement aujourd'hui avoir des données personnelles, sans savoir à quoi elles servent. C'est un peu ça, l'idée, sans exactement. savoir et on peut pas les collecter au cas où, un jour j'arriverai, on sait jamais. En fait, Mmh. c'est ça, le principe, c'est de dire: «Bah, voilà, maintenant, c'est juste à quoi ça sert, je le sais et puis, est-ce que j'ai besoin de tout ça pour accomplir l'objectif que je me suis fixé?» Eh bien, ça, c'est de la proportionnalité et en France, on a Ouais. la même chose. La minimisation, ça revient dans le Mmh. RGPD et Mmh mh. dans la loi française, on est un peu sur cette notion, justement, aussi, plus de proportionnalité, que de minimisation en tant que telle. Mais ouais. Mmh. Mmh. Et puis comme on sait, ben, ce dont on aura besoin, eh bien, on a donc une finalité. Donc là, on se rejoint, totalement en termes de principe, hein. On doit, traiter dans un but, connu, donc déterminé, prédéterminé. Et puis surtout, ben, on va s'y tenir. Alors c'est souvent là que ça déraille un peu, hein, parce que on a collecté des données de manière tout à fait légitime et puis tout d'un coup on se dit: «Ben, tiens, puisque je les ai maintenant, j'en ferai bien aussi autre chose». Alors ça, c'est à bannir tout simplement. Et puis on va les garder, bon, intègres, exactes, ces données, et on va devoir expliquer, et là c'est renforcé, je vous en redirai 2 mots plus tard, expliquer à la personne concernée. Finalement, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait, hein, quand on fait de la conformité. Mmh. Donc on va expliquer ce qu'on collecte, à quelle fin, combien de temps on les garde ou bien en lien avec quelle finalité la durée de conservation sera fixée. Et puis, eh bien, les données que nous traitons, on va les garder aussi de manière sécurisée. On a 3 aspects là, vraiment, d'une part, la disponibilité qui entre bien dans le principe de sécurité, en fait, mais qui est en lien aussi avec le droit d'accès. Et puis, on va les garder intègres, donc non endommagés, ce qui suppose qu'on ait un système fiable, et donc toujours cette réflexion, hein, quand j'achète des outils ou bien quand j'implémente des outils, de en amont et préalablement réfléchir à la possibilité d'être avec tel outil conforme ou non, et ça me permettra de vous en parler plus précisément avec les nouveautés justement sous l'angle suisse. Alors, cet LPD, modifié, il y a un certain nombre de choses qui allaient un petit peu de soi. D'abord, il fallait rendre ça euro-compatible. On en a profité pour, heureusement, rejoindre le RGPD en termes, de notions. On parlera donc désormais en Suisse aussi de responsable de traitement. On l'appelle aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent et qui le savent peut-être, le maître de fichier. Voilà, bon, Mmh. ça, c'est fini. Alors, on étend aussi les données, sensibles expressément aux données génétiques et biométriques. Aujourd'hui, elles le sont, sensibles par le biais des données de santé qui sont expressément prévues comme étant sensibles, mais le législateur, tant européen à l'époque que suisse maintenant, a souhaité vraiment, appuyer sur le clou, si vous me permettez, puisqu'il y a de plus en plus, de technologies qui, génèrent des traitements de données génétiques ou biométriques. Il était donc important d'attirer l'attention sur le fait qu'elles sont sensibles, hein. Et puis, ben, renforcement des droits de la personne concernée. Vraiment, en Suisse, on avait un droit d'accès tout à fait bien configuré, si on veut, mais avec certaines choses qui n'existaient encore pas et auxquelles je vais revenir tout à l'heure. Et puis, renforcer le contrôle et les compétences de l'autorité de surveillance. Ça, vraiment, pour nous, ça a été un grand enjeu. On ne peut pas dire qu'on soit extrêmement heureux du résultat final. En tant que Mmh. DPO, on a, vous savez, alors en Suisse, ah non, vous savez sans doute pas, Jérôme, mais en Suisse, les lobbies sont extrêmement puissants et ils s'expriment, dans les pas perdus du parlement d'une manière tout à fait légale. C'est une particularité suisse, c'est comme ça. Bon, mais alors ça fait que quand on veut toucher à certaines choses, au final, on n'y arrive pas. Bon, alors on a quand même pu, faire en sorte que ce préposé fédéral puisse, renforcer un peu ses équipes, et il y a des choses qu'on a pu implémenter, d'autres pas. D'autre part, on avait encore la particularité que on appliquait ces règles de protection des données également aux personnes morales dans la loi suisse, et ceci va être supprimé. On n'en Mmh. faisait d'ailleurs rien parce que les personnes morales sont protégées par d'autres types de règles comme la propriété intellectuelle, par Mmh. exemple.
Et puis il a voulu le législateur dire: «Bon, bah, écoutez, mettez-vous-y maintenant à la conformité», donc il insiste, à l'instar du RGPD sur l'importance des bonnes pratiques, hein, de les documenter, de les formaliser et puis, l'outil que peut constituer aussi des codes de conduite qu'on peut aussi élaborer par, secteur professionnel. Mmh. Et puis cette obligation alors nouvelle de protection des données dès la conception et par défaut, bon, c'est vraiment pour dire: «Regardez, au terme de la loi, vous avez une obligation complémentaire qui n'existait pas avant», certes, mais enfin ça consiste quand même que à faire de la conformité dès le départ, hein. Ce qui pour Voilà. nous, Jérôme, va de soi, mais enfin apparemment ça allait pas de soi pour tout le monde, n'est-ce C'est un pas? peu le pendant parce que dans le RGPD, il y a ces notions de protection des données dès la conception et par défaut qui sont aussi mises en avant pour pousser les organisations à véritablement mettre en place des processus, très, très en amont de la création des traitements et c'est toujours dans le même objectif de bien se poser des questions, de bien être sûr que, on fait les choses, de manière anticipée, de ce point de vue-là. Il y a eu Mmh. quelques sanctions d'ailleurs en Europe Ouais. sur ces notions de protection des données dès la conception ou par défaut. On le voit notamment parce que, quand, finalement des problèmes, de conception d'un outil font en sorte que, bah, par exemple, des principes fondamentaux type, les durées de conservation ne sont pas respectées, eh bien, on va avoir non seulement un problème de durée de conservation qui peut être, aujourd'hui considéré comme un manquement sanctionnable et puis en plus de ça, on va pouvoir aussi appuyer, voilà, enfoncer le clou en disant: «Bah, oui, mais en fait, ceci parce que vous n'avez pas imaginé dans votre outil, des éléments qui vous permettent de bien respecter Mmh. finalement les principes qui sont fixés donc dans le départ». Toutes ces obligations-là, finalement, de protection des données dès la conception par défaut, ça n'a qu'un seul objectif, c'est toujours le respect de principes fondamentaux qu'on a vus juste avant, la proportionnalité notamment, et cetera, la finalité, les droits des personnes, qui sont essentiels. Mmh. Ouais, j'ai juste une petite question sur, les pouvoirs justement de contrôle et les Mmh. compétences donc du préposé fédéral, est-ce que ces compétences du préposé fédéral, donc il peut faire des contrôles, il peut y avoir aussi des sanctions pénales, donc ça je comprends, mais peut-être plus par le juge pénal, mais également, est-ce qu'il y a il y a des éléments, lui, de contrainte administrative, soit Mmh. des sanctions? Alors dans le RGPD, il y a des sanctions administratives très fortes Mmh. qui Mmh. ont été poussées. Est-ce qu'au niveau du préposé fédéral, c'est le cas? Et puis aussi peut-être pour les préposés Mmh. voilà, est-ce qu'il y a aussi des pouvoirs similaires à ce Mmh. niveau-là? Ouais. Alors les préposés cantonaux vont avoir les compétences qui découleront de la nouvelle, LPD puisque, Ouais. les lois cantonales sont en cours de révision, Mmh. et donc ils ont des compétences équivalentes. Mais malheureusement non. En fait, on aurait voulu que le préposé, fédéral, à l'instar de la CNIL, ait la compétence, de, décerner lui-même des décisions administratives de type sanction financière. Et ça n'a pas été admis par les lobbies dont je parlais avant. D'accord. Alors, on se dit finalement, dans ce milieu de personnes, DPO, que c'est pas si grave parce qu'en fait, il a déjà, et puis maintenant ça va être renforcé, mais le préposé fédéral a déjà des compétences tout à fait concrètes. Alors les contrôles, bien sûr, ça va de soi, mais quand il fait ses contrôles et qu'il ouvre une instruction et qu'il a entendu l'autre partie, qu'elle s'est engagée ou non à faire des correctifs, quand c'est pas suivi d'effet, il peut tout simplement mettre fin au traitement. Ça, c'est pas Ce nouveau qui est, d'ailleurs. On c'est pas a eu anodin. un non, c'est pas anodin et ça, on le dit peu, alors qu'en fait, tout est là parce que si vous avez comme risque que votre, site internet soit juste plus accessible, il me semble que ça suffit. Il y a pas tellement Mmh. besoin d'aller notifier des sanctions financières qui, au demeurant, sont souvent considérées comme, pertes et profits, partent dans les comptes et puis, Ouais, c'est les anticipé. actionnaires Mmh. touchent, un tout petit peu moins une année, donc ils n'y voient que du feu. Tandis que là, on a un exemple en Suisse très, très net que je cite volontiers, c'est masanté.ch. Ça, c'est très clair. C'était une plateforme qui se voulait alors originellement, le but était tout à fait, intéressant et bienveillant, on pourrait dire, mais tellement mal conçu dès le départ, donc aucune, privacy by design et by default, des mesures de sécurité totalement, insuffisantes, beaucoup de failles
Et puis, ben, le préposé fédéral ne se faisant pas entendre par la voie habituelle, il a mis fin à cette plateforme. Il y a encore eu des rebondissements parce qu'une fois que la plateforme pouvait plus fonctionner, et d'ailleurs les administrateurs en avaient compris le message et renoncé à cette pratique, il a fallu gérer les données collectées et donc conservées. Et là, on a eu un mini scandale. Vous savez, chez nous, on crie jamais très fort, hein. Mais un mini scandale parce que ces données, eh ben, masanté.ch, ils ont décidé qu'il fallait les rendre. Alors ça, sur ce plan, on peut les rejoindre, mais les envoyer par courriel. Voilà, comme Bon, quoi, oui, on pourra encore faire de la formation pendant un ouais, moment, n'est-ce pas, ouais, Jérôme? ouais. Oui, oui. Non, mais d'où Ouais. l'importance de prendre en considération ces questions très en amont, Mmh. et puis surtout que ce soit bien, voilà, que toute l'organisation s'implique sur ce sujet. En fait, on voit bien que, au-delà même des obligations réglementaires de la loi, il faut bien comprendre que ces éléments-là, ça a aussi une vertu, c'est quand même de gagner de la confiance entre les personnes, donc les utilisateurs et les organismes qui traitent les données. Mmh. Voilà, si masanté.ch, collecte des informations relatives à la santé, c'est quand même très intime, très personnel. Je serais très, très embêté si ma santé.ch, qui ne fait aucun effort sur la sécurité des données, par exemple, eh bien, Mmh. se fait pirater et que toutes mes données, partent, voilà, chez des hackers, ou qui sont vendues sur internet. Donc vous voyez, l'enjeu, il est aussi très Ouais, pratique, de ce point de vue-là, et donc la question, elle n'est pas absolument. seulement de se dire: «Est-ce que je respecte la loi ou pas?» La Non, question, elle non. est aussi vis-à-vis des personnes: «Est-ce que je suis suffisamment responsable, dans mes pratiques?» Et aussi sécuriser, est-ce que je sécurise mon activité aussi? Parce que, bon, globalement, tout ça sert aussi un peu de ce point de vue-là. Ouais, Ouais. ouais. Mmh. Alors, si on continue, voilà. Il y a encore des choses qui, ont été modifiées dans la LPD. Je vais m'appesantir plus sur la tenue du registre du traitement parce que ça va quand même être, une partie, de notre, présentation. Parce que là aussi, au final, on a changé le système. Aujourd'hui, les entreprises doivent déclarer les fichiers de données sensibles, en particulier au préposé fédéral, et puis les institutions publiques cantonales ont l'équivalent vis-à-vis de leur, autorité cantonale. Et ce système, on y met fin au profit de la tenue à l'interne alors d'un registre des traitements. Mmh. Malheureusement, les, fonctionnaires fédéraux ont considéré que sur, évidemment, pression politique, c'était vraiment très contraignant de tenir un registre des traitements. On va pouvoir démontrer le contraire, hein, mais enfin bref, on ne nous a pas demandé notre avis et il y a beaucoup d'exceptions qui, de fait, vont pouvoir, entrer en force. Bon, cela étant, on en parlera plus avant. On sait, nous, que nous ne pouvons pas faire de conformité sans registre des traitements. Donc, on vous montrera comment, par exemple, avec l'outil d'Astra. D'autre part, alors la fonction DPO, elle est ancrée dans la loi. Avant, elle était dans l'ordonnance uniquement. Donc, on renforce un peu la motivation des organisations à prendre un DPO, interne ou externe d'ailleurs. Et puis alors, ce qui est nouveau, c'est l'obligation de procéder à une analyse d'impact, où là, je vous en dirai aussi 2 mots avec un outil. Mais je précise déjà maintenant, l'analyse d'impact n'est pas du tout, à l'instar d'ailleurs, du territoire de l'Union européenne, obligatoire tout le temps. C'est pas chaque fois que j'ai un nouveau traitement en tête que je vais devoir faire une AIPD, comme on l'appelle. Mais lorsque je peux pressentir que mon futur traitement va avoir un impact important sur les droits des personnes, alors je dois, et là légalement c'est une obligation, faire une analyse d'impact pour, toujours en amont, essayer de voir si les mesures auxquelles j'ai déjà pensé dans mon projet sont suffisantes et permettront au final un traitement conforme. Ça me permet de complémenter mes mesures si l'analyse d'impact montre qu'il y a encore une marge de progression. Et puis une obligation de notifier les violations de protection des données. En Suisse, c'est nouveau également, en tout cas dans le sens applicable à toutes les organisations, parce qu'il y a déjà des domaines professionnels spécifiques qui ont cette obligation, notamment les télécommunications. Mais disons, ça devient une obligation pour toute organisation.
Et puis documenter, documenter, documenter. On peut plus se contenter d'avoir des pratiques, je dirais conformes, mais de ne pas avoir de document de conformité qu'on puisse montrer à une autorité de surveillance, par exemple, ou à un partenaire qui s'inquiète de notre conformité. Et puis un équivalent du RGPD, c'est l'obligation, dans certaines conditions, là aussi, pas d'affolement, mais d'avoir un représentant en Suisse pour les entreprises de l'Union européenne qui, font du traitement sur le territoire de l'Union européenne, mais ciblent également la Suisse. Alors c'est juste le corollaire de ce que le RGPD prévoit déjà à l'inverse. Voilà, donc si on résume schématiquement, sur la diapositive suivante, je vous ai mis, voilà, toutes les modifications avec sur la droite l'article de la nouvelle LPD concernée. Donc pour ceux qui voudront aller lire comment ça va être décliné, vous avez l'article vis-à-vis. Donc on voit que ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a chaque fois un article qui est dédié, voire deux. Et on va maintenant se mettre peut-être, si vous faites encore un clic Oui, sur ce que ça donne. Alors, ces obligations pour le responsable de traitement, on peut les schématiser comme ça. Tous les principes, l'accolade nous montre qu'ils s'appliquent tout le temps. Là, j'insiste un petit peu parce que on a un petit peu tendance à se dire: «Ah oui, d'accord, j'ai compris, je crois, il y a sept principes plus le droit d'accès. Bon, je vérifie à un moment T que c'est tout bon. Puis alors après, je considère que voilà, ben, c'est bon, j'ai mes principes qui sont respectés. Mais non, parce que quel que soit le traitement, et ça c'est la deuxième colonne, où est-ce que j'en sois de finalement du cycle de vie de l'information qu'on est en train de traiter, je vais toujours devoir être en conformité avec ces 7 principes. Donc c'est vraiment, faut le voir comme comme un cercle vertueux, hein. Donc je dois systématiquement m'assurer, quel que soit le traitement, que j'ai bien mon respect des 7 principes. Alors évidemment, il en découle des obligations en termes d'organisation, en termes techniques. Je vais devoir prendre un certain nombre de mesures. Donc nous, on met en avant la formation, la sensibilisation, parce que comment voulez-vous qu'à l'interne d'une organisation, le traitement concret soit fait d'une manière conforme si les gestionnaires, les personnes qui sont aux manettes, qui sont devant les clients, qui sont au téléphone, ne connaissent pas les règles? C'est pas possible, évidemment. Donc, avant tout, sensibiliser, former. Bon. Après l'AIPD, ben oui, si on a un traitement, soit alors un gros volume de données, hein, ça c'est un critère pour faire une AIPD. On sent bien si je vise vraiment l'international, par exemple, avec mon nouveau traitement, bah, il faut que je m'assure que je vais pouvoir respecter les droits des personnes, hein. Bon, comme vous le disiez, Jérôme, c'est vraiment beaucoup de bon sens. Donc, si je traite des données sensibles, là aussi, attention, tiens, j'ai un outil qui va me permettre de faire du traitement de données génétiques, bon ben, AIPD évidemment. Mais pour le reste, bon ben, ce ne sera pas obligatoire. Registre des traitements, ben, on verra tout à l'heure. On recense les traitements. Commençons par là. Comment voulez-vous faire de la conformité si vous ne savez pas ce que vous traitez à l'interne? Bon, c'est simplement pas possible. Ensuite, il y a les procédures de gestion des droits d'accès à ses propres données personnelles. Là aussi, il y a passablement de travail de sensibilisation à faire sur ce sujet parce que les organisations ne sont pas au clair sur ce qu'elles vont devoir répondre à une demande d'accès. Et moi, je vois encore beaucoup d'entreprises qui juste savent pas ce que c'est ou alors n'ont pas un canal de traitement unifié de ces données. Et ça, vraiment, ça peut être source de non-conformité, mais c'est pas, disons, le sujet du jour, hein. Donc, revoir les réglementations, revoir les règles contractuelles. Voilà à quoi il faut s'attacher maintenant comme responsable de traitement. Souvent, les contrats avec les sous-traitants, quand ils existent, hein, parce que le nombre de fois où on dit: «Ah non, mais on je sais pas, on s'était dit que ce serait vous qui traiteriez», mais il y a rien écrit. C'est très fréquent encore. Donc maintenant, il faut formaliser. Et même quand on a des contrats, ce qu'ont quand même la plupart des grandes entreprises, hein, eh bien, on ne les a pas relus, ces contrats. Et puis la LPD qui était déjà là, mais bon, on l'ignorait, on n'en a pas fait des clauses spécifiques. Et maintenant, c'est le moment, on relit ces contrats. Avec ces sous-traitants, c'est important, hein, parce que ils vont être co-responsables de notre conformité, donc ce serait bien qu'ils soient au courant, je pense. Donc il faut ajouter des clauses.
Et puis 2 mots encore, et ben, au final, on sait qu'on va devoir détruire les données personnelles à un moment T. Il faut définir ce moment. Et très souvent, les personnes que nous formons ou lors de conférences nous disent: «Mais d'où sortent où sont écrits les délais?» Ah, ben, justement, c'est ça, être responsable de traitement, faut s'impliquer. Et donc, j'ai une finalité, ben, elle a une durée, cette finalité. Je peux garder peut-être au-delà un certain temps. Pourquoi pas? Le législateur ne nous l'empêche pas. Pour autant qu'on puisse motiver notre décision. Je garde fin du contrat plus 10 ans pour les RH. Bon, c'est en ordre parce que je garde fin de la relation contractuelle plus 2 ans parce que bah, mon historique montre que très souvent un client bah, revient dans les 2 ans, donc ça peut être un motif justifiant la conservation, plus 2 ans, et cetera, et cetera. Et puis l'annonce des violations. Là, je dirais simplement encore, pour conclure sur cette diapo, que le préposé fédéral mettra à disposition des formulaires d'annonce, comme ça vous n'aurez pas les uns les autres à créer votre propre, formulaire. Oui, sur ce point-là, les violations, c'est le pendant du RGPD, aussi, donc côté Union européenne et espace économique européen hors Suisse. Donc les violations, il faut les notifier donc au, préposé fédéral. Oui. Au fédéral, pour le coup, ce ne sera pas non plus les préposés cantonaux. Non, ça c'est pour les institutions publiques, les préposés Ouais, d'accord, cantonaux, OK. hein. Donc si je suis OK. une administration, bah oui, je devrais Mmh. me rapprocher de mon préposé cantonal, mais pour les Ouais, personnes qui nous écoutent, qui sont dans le privé, ce sera ouais, le préposé fédéral, oui. d'accord, OK. Mmh, d'accord. Entendu. Eh bien, en fait, merci beaucoup pour ça. C'est vrai que ces obligations, donc aujourd'hui de la LPD, on le voit, c'est beaucoup de choses qui sont très proches aussi du RGPD et des différentes obligations. On voit que de toute façon, Ouais. dans le monde entier, globalement, les lois de protection des données dans le monde convergent à peu près vers le même objectif qui est avec ce principe fondamental qui va être le principe de proportionnalité des données, c'est-à-dire qu'on ne collecte pas plus et on ne traite pas plus que ce qu'il n'en faut pour accomplir un objectif bien déterminé, Mmh. légitime, toujours aussi avec une obligation de nécessité, de licéité, et Mmh. notamment dans le RGPD, hein, on parle aussi de ce côté-là de bases légales, notamment qui sont prévues pour justement dire bah, finalement qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de traiter ces données. Voilà, c'est ça qui va être vraiment relevé dans la nécessité. Alors, le RGPD va peut-être un peu plus loin parfois sur certains sujets. Je pense aux droits notamment, aujourd'hui dans la LPD, on va pas forcément retrouver des droits qui sont inscrits en dur dans le RGPD tels que la limitation du traitement, par exemple. Néanmoins, il faut voir que dans la majorité des cas, on va se retrouver avec, des droits qui seront proches, par exemple le droit d'accès, le droit à l'information avec la transparence. Qui dit droit d'accès dit aussi rectification des données, c'est-à-dire que comme Mmh. de tous les cas, on a une obligation d'exactitude des informations, eh bien des données inexactes doivent être rectifiées. Mmh. Tout ça va à peu près dans le même objectif de bien de la qualité des données. On voit que Mmh. finalement, c'est aussi des questions de gestion, de pilotage. Tout ça, Oui. c'est de la mise en place de la bonne gestion finalement en interne, ben, du travail que l'on va réaliser avec les données. Pensons à des documents comptables. Aujourd'hui, on a plein d'obligations comptables, mais ceci pourquoi? Parce que ça permet aussi d'y voir plus clair dans ses obligations comptables, dans ses finances, et quand on gère bien, eh bien, on permet d'aller de l'avant de ce point de vue-là et on n'est pas, on a une vision plutôt claire et Mmh. on est serein sur ce sujet. Pour les données personnelles, il faut essayer de se donner un peu le même objectif, Oui. d'essayer d'avoir une vision, de savoir ce qu'on fait, de pouvoir les maîtriser, donc de bien décliner à travers les différents outils qu'on voit ici dans la mise en conformité, que ce soit la sensibilisation, les analyses d'impact qui sont un outil en tant que tel, mais aussi un registre de pilotage. Donc tout simplement un outil pour piloter ces traitements et puis des procédures, des règles internes, des clauses avec des contractuels avec les partenaires, les sous-traitants, des délais, etc. Tout ça finalement dans un seul objectif, c'est que on respecte évidemment les grands principes visés ci-dessus. Ça fait partie un peu du principe dans le RGPD, on parle souvent de l'accountability, hein, donc du Mmh. principe de rendre des comptes et on doit pouvoir rendre des comptes de manière permanente sur l'état de sa conformité. Ouais, absolument. Très bien. Alors, Mmh. Comment, hein? C'est ça les voilà, grandes questions maintenant, du jour. Ouais.
Alors bon, pour l'analyse d'impact, une précision, il y a un outil gratuit, facile d'accès, français, mais c'est pas grave, c'est l'outil de la CNIL. Cela étant, si on veut avoir quelque chose de plus, je dirais, ciblé sur les besoins d'un organisme suisse et donc moins lourd aussi à mettre en œuvre, on peut aller vers l'outil que j'ai mis en place qui s'appelle aipd.ch que je vais vous montrer, mais simplement en diagonale, je dirais, en vous donnant la précision suivante. C'est un outil qui permet, je vais partager l'écran peut-être maintenant ou bien. Oui, allez-y. Oui. C'est un outil, disais-je, alors il faut, ouais, autoriser. Alors vas-y, Coco. Voilà. Est-ce qu'on voit? Alors là, on voit l'interface du webinaire. Ah, on n'est pas sur l'AIPD parce que chez Non, moi on est sur l'AIPD. Alors c'est pas c'est local peut-être pas France. la bonne fenêtre. Ouais, mais il me propose pas, je recommence. Voilà. Alors, voici. Alors on voit par contre là, on voit Toujours le pas. bureau. Non, bah non, ça j'arrive pas à partager. Je peux Comment faire? partager moi si vous voulez, je Ouais, vais le faire. ouais. Alors attendez, hop, je vais le prendre la main. Je vais vous montrer comme ceci, si ça veut bien. Alors évidemment, ça plante un peu. On fait pas ce qu'on veut, hein, maintenant. On sait plus trop qui Malheureusement, est on le est maître. Ouais, soumis à ces outils. C'est vraiment ouais. je suis désolé, ce que je disais tout à l'heure, j'étais pas très satisfait de cet outil parce que là, vous voyez, Il veut il pas. me bah, là, Voilà. il m'a planté. Je suis bloqué Bon, à c'est pas bon, grave. je Si sais remettez-vous sur la présentation et puis j'explique simplement de quoi il retourne. ouais, Donc vous alors aurez attendez. de toute manière, les participants auront le PDF, n'est-ce pas, Jérôme? Oui, 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 tout à Voilà, fait. bon. Alors attendez, je vais peut-être recharger, mais j'ose pas parce que je suis bloqué. Ah, c'est Je ennuyeux. sais pas si ça va pas, j'ai pas envie de tout couper. Non, non, coupez pas. Alors Heu, pendant que vous cherchez, moi j'explique. Donc aipd.ch, c'est un outil évidemment, vous l'aurez compris, entièrement suisse. Que j'ai créé sur la base d'un questionnaire d'analyse d'impact que le préposé fédéral avait fait pour ses propres organes fédéraux, hein, qui lui sont soumis aussi. Alors évidemment, c'était un questionnaire plus long que celui que j'ai au final établi, mais avec le même fil rouge, qui est d'ailleurs celui de la CNIL, hein. Et c'est un questionnaire donc que le responsable de traitement ou le chef de projet peut acquérir pour passer son projet au filtre de la conformité. Donc, il remplit ce questionnaire et au final, il a un avis d'expert. Alors, si c'est une commande qui m'a été faite, bah, l'expert au final, ce sera moi. Donc, je rends un rapport d'expert avec des recommandations priorisées. Ça se fait dans les 48 heures. Et puis, si je suis moi-même, c'est-à-dire vous, hein, chers auditeurs et auditrices, si vous êtes vous-même en charge de la conformité, et que vous êtes dans une entreprise ou un groupe où quand même on en fait une par an, ou en tout cas de temps en temps on doit en faire une, alors vous pouvez aussi prendre cet outil en licence. Et de ce fait, vous accéderez à la plateforme aipd.ch avec un espace personnel. Et là, vous y aurez aussi la procédure complète, hein, comment et quand faire une analyse d'impact, quels sont les critères pour décider si on est tenu ou non d'en faire une légalement, et puis des outils comme des considérants types qui, en fonction de la réponse donnée par le chef de projet au questionnaire, apparaîtront dans un modèle de document de rapport et vous aurez comme ça un travail
facilité. Bien sûr, vous allez y mettre votre patte parce que vous allez devoir le compléter, ce que je fais moi-même, hein, quand on me requiert une AIPD. Mais vous aurez une structure qui tient la route déjà et puis qui a du contenu en termes de recommandations, par exemple, voilà. Donc je crois qu'on peut, si vous en êtes d'accord, Jérôme, passer à Dastra, parce que le temps passe. Oui, Et alors puis c'est voilà, le deuxième outil qu'on voulait vous présenter. Là, je précise encore, si on a une toute petite organisation, moi par exemple, je suis DPO d'une start-up, donc ils sont 5, mais dans un domaine sensible, d'où le fait qu'ils aient voulu avoir un DPO. Le registre des traitements, moi je le tiens en collaboration avec la COO, avec un tableau Excel. Et ça va très bien, j'entends. On n'est pas tenu d'acquérir, d'acheter des plateformes. Mais quand on est plusieurs, des succursales, des filiales, où on est simplement un groupe avec différentes sociétés, ou simplement une grande entreprise en Suisse avec plusieurs départements, et on a à l'intérieur quelqu'un qui gère la conformité. Alors avoir une plateforme qui vous permet d'avoir le registre des traitements, mais pas seulement, de gérer la conformité dans sa globalité, Jérôme vous expliquera, violation des données, analyse d'impact, de gestion des droits d'accès, eh bien, on peut avoir tout. Ah tiens, l'AIPD apparaît. Eh bien, on voilà. peut avoir tout sous Dastra. Voilà. Voilà, je montrais justement, j'ai Ouais, pu alors je suis désolé, j'ai dû reprendre la main, enfin j'ai dû vous quitter, vous c'est en pour êtes ça sorti. je m'en suis sorti, mais c'est pas idéal. Alors Ouais. l'intérêt, c'est que je puisse m'exprimer et puis vous montrer. Alors effectivement, AIPD.ch, vous l'avez, c'est l'outil qui est Mhm, présent ici. Alors tout simplement, vous allez sur le site internet mhm, aipd.ch et puis vous avez ici tout ça qui est précisé. Donc côté, ad hoc résolution et puis Dastra. Alors heu Dastra, c'est un logiciel donc en ligne SaaS qui vous y allez en tapant dastra.eu ou app.dastra.eu. L'idée, comme l'a dit Isabelle, c'est de pouvoir justement avoir cet outil qui peut permettre de piloter l'ensemble de la conformité. Alors, la conformité à la fois au RGPD et à la fois aussi à la loi suisse de protection des données. Ce qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est aussi que, bah, souvent en Suisse, on peut être aussi dans des situations où on va traiter des données de résidents de l'Union européenne et donc on va aussi être mhm, soumis aux dispositions du RGPD. Donc dans tous les cas, finalement, c'est toujours utile d'être aussi dans ces objectifs-là. Dastra, vous allez voir, c'est un système qui vous permet, à travers, donc je vais passer le détail mhm, de gérer plusieurs organisations au même endroit, plusieurs sociétés. Si vous avez des groupes de sociétés, vous pouvez les piloter au même endroit. Si vous avez par exemple plusieurs conformités à tenir pour plusieurs organisations, eh bien l'idée ici, c'est de pouvoir centraliser au travers cet outil pour pouvoir justement simplifier cette gestion et ce pilotage. Quand vous rentrez dans un espace de travail comme ceci, alors par exemple, vous allez être dans celui-ci, l'idée aussi de Dastra, c'est d'être guidé, guidé aussi sur justement qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, et de retrouver au même endroit l'ensemble des éléments donc de la conformité pour répondre à ces différentes obligations. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Isabelle. Alors Isabelle Dubois, elle est là aussi pour accompagner aussi dans la conformité sur les aspects plutôt pratico-pratiques, de conseils, etc., avec le support de l'outil. Il faut bien savoir aussi que l'outil ne remplacera jamais un DPO, que ce soit un DPO externe ou que ce soit en tout cas un conseil. Là-dessus, loin de là. Par contre, l'outil va vraiment avoir un objectif de faire gagner du temps et de pouvoir faire collaborer les personnes sur la même plateforme. Et quand vous allez voir ici, vous retrouvez un certain nombre de fonctionnalités. Sur la gauche, on va voir justement la partie registre. Donc tout le registre des traitements que vous allez pouvoir retrouver ici à travers un certain nombre de choses, des tableaux avec des indicateurs qui vont vous permettre de suivre l'avancement de vos traitements, donc de pilotage de ces différents traitements que vous mettez en œuvre dans votre activité, et puis également des éléments statistiques, des éléments de visualisation graphique, de vos transferts, et cetera. Un pilotage aussi, donc par référentiel, vous allez voir que dans un objectif de simplification, on peut aussi réutiliser les éléments qu'on a déjà écrits. Hein, ça sert notamment pour pouvoir mutualiser des ressources, par exemple, qu'on a dans notre organisation et gagner justement en efficacité sur ce travail de documentation. Les analyses d'impact, on en parlait aussi. Dans Dastra, vous pouvez aussi documenter ces éléments-là. Alors, il y a plein de moyens de faire des analyses d'impact, évidemment, mais c'est aussi les analyses d'impact, mais c'est aussi documenter sa conformité à travers notamment des contrôles
quotidiens, enfin alors quotidiens, donc des contrôles en tout cas qu'on va réaliser pour assurer que les traitements qu'on met en œuvre, selon le niveau de sensibilité des données, par exemple, eh bien, vont être conformes, en tout cas, aux règles qu'on s'est posées et qui sont fixées par la loi. Donc ça peut passer par un certain nombre donc d'audits qu'on a ici. Alors là, par exemple, j'ai 3 modèles d'audit, mais on peut aussi aller chercher des modèles d'audit donc dans une bibliothèque ou directement aller les créer soi-même, via un auditeur personnalisé. De la gestion de tâches évidemment pour pouvoir piloter des tâches, et donc faire du suivi de projet directement sur ces éléments-là. L'idée, ça va être aussi pour vous de pouvoir aussi vous inscrire dans cette démarche de conformité et puis vous donner des objectifs réalisables sur ce qui est à faire. Donc pour prendre un peu le sujet en main, il faut effectivement se doter, donc de planification, de planning, de personnes qui doivent d'actions à réaliser et cetera et suivre ces éléments-là dans un véritable gestionnaire de tâches que vous allez pouvoir retrouver ici. Vous voyez qui est assez, standard où on peut passer ici les tâches de cette manière-là. Vous avez vu d'Astra, c'est aussi une solution qui est ergonomique et qui se veut simple aussi d'accès pour pouvoir justement, être, à la portée de tous. Vous allez pouvoir ici retrouver, je vais passer sur cet espace de travail, d aussi, des éléments concernant le suivi des exercices des droits. On a vu tout à l'heure que les droits d'accès notamment, les droits à l'information, on peut avoir dans une certaine mesure du droit à la portabilité, eh bien, on va devoir aussi avoir un véritable pilotage de suivi de ces droits. Parce que derrière, les droits, généralement, c'est l'interaction avec la personne concernée par le traitement et donc il va y avoir, potentiellement aussi, des cas où qui peuvent être conflictuels. Donc il faut mieux bien les gérer pour bien les suivre et Mmh. donc pour ce faire, bah, vous devez avoir une procédure évidemment interne, mais également cette procédure peut être peut être intégrée aussi à travers aussi un outil qui va permettre donc de suivre, de décliner cette procédure de manière très opérationnelle avec des systèmes d'étapes et cetera et avec des systèmes de gestion de ces flux dans le temps et cetera que vous allez pouvoir faire ici. Et enfin, on l'a évoqué, donc les violations de données, vous savez dans le RGPD, mais aussi dans la loi suisse, donc pour 2023, vous devrez notifier des violations de données. Les violations, ça va être simplement les incidents de sécurité sur les données personnelles. Dans une certaine mesure, parfois on doit évaluer le risque que la violation présente pour les personnes. Donc dans ces cas-là, vous devez suivre aussi ces violations et donc vous allez avoir ici l'obligation de pouvoir les décliner dans un registre. Alors, il y a d'autres éléments dans Dastra, on va pas forcément rentrer dedans, sur les cookies notamment et également tout un système de gestion des risques. Mais en tout cas, vous voyez ici que vous avez un certain nombre de fonctionnalités qui vous permettent donc de collaborer sur ce sujet-là, de lister tous les traitements, et de pouvoir les suivre à travers des workflows. Vous voyez avec les différentes étapes ici qui vont vous permettre de bien documenter, de répondre à tous ces objectifs donc qu'on a évoqués tout à l'heure qui sont la proportionnalité, la finalité, identifier quelles sont les données personnelles concernées, comment sont pilotés les droits, à qui on transfère les données si on a des sous-traitants, est-ce qu'on a des contrats, etc. Est-ce qu'on Ouais, doit faire ou non une analyse d'impact, quelles sont les mesures de sécurité. Ça, ce sont aussi des obligations qu'on va voir dans le registre. Donc, qui est requis par la LPD, eh bien, vont être dedans. Et évidemment, ce registre, eh bien, on peut exporter ces traitements pour aussi pouvoir les prouver. Donc, tout Word, PDF, avec différents formats, que ce soit des formats plutôt, strictement liés à la réglementation ou des formats plutôt complets avec l'ensemble des informations. En tout cas, ça va dépendre du destinataire. Si par exemple, je le mets dans un format, ce qu'on appelle le format article 30 du RGPD, c'est-à-dire qu'avec le minimum requis, par la loi, eh bien, vous allez, le voir comme ceci. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle l'effet démo. Ça non, met il toujours un peu charge. plus de temps. Ça met toujours un peu plus de temps, voilà. Alors les exports peuvent être plus ou moins longs selon la charge de travail, donc de la machine et vous voyez, vous allez pouvoir exporter et avoir aussi des vues synthétiques de tous vos traitements de ce point de vue-là. Oh pardon, Ouais. attendez. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'il faut alors donc bien peut-être reformuler. Ça veut dire qu'une organisation qui a déjà commencé sa mise en conformité, puis qui, par exemple, tient un petit registre des traitements sous une forme ou une autre, si elle fait le choix de partir avec Dastra, eh bien, elle pourra implémenter en quelque sorte les traitements qu'elle a déjà référencés dans son propre outil, hein, et les intégrer en fait dans la plateforme d'Astra, c'est ça?
Oui, alors il y a des possibilités d'import. Alors après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'Astra, on fonctionne en plusieurs dimensions. C'est un peu plus complexe qu'un tableau Excel, donc Ouais, malheureusement, on ne peut pas forcément faire des imports toujours très simplifiés. On a des tas de solutions pour importer les bon, informations. Ça, c'est pas du tout une bon. difficulté, Puis il y a le d'autant plus que dans support ou bien? Dastra, vous avez aussi des modèles. Hein, vous allez Ouais. voir, vous avez des dizaines, des centaines de modèles qui vous permettent justement de partir là-dessus. Et puis, évidemment, des modèles à adapter en fonction de votre environnement, Très bien bien. évidemment, mais qui vous permettent de gagner du temps. L'objectif, c'est de gagner du temps dans et puis derrière de faire un véritable suivi de pilotage de ces traitements. Mmh. Voilà, écoutez, je vous propose, maintenant qu'on passe peut-être à une petite session de questions-réponses. Ouais, vous Heu, montrez peut-être juste pour le registre des oui, traitements oui, qu'on part pas de rien. Quand on a d'Astra, on a des modèles. Vous pourriez ouais, montrer que vous avez, par exemple, parce qu'il y a quand même des traitements types, hein, qu'on a dans bien toute sûr. organisation. On va pas à chaque fois réinventer la roue. Donc on peut partir de quelque chose d'existant et puis après on va évidemment le personnaliser en quelque sorte. Exactement. Par exemple, vous avez la comptabilité générale, vous avez des Mmh. éléments, sur le contrôle d'accès aux locaux, le contrôle du Ouais, temps de voilà. travail, la gestion Mmh. des personnels, des ressources humaines, Ouais, très bien ça, ouais. la gestion des candidatures, du recrutement, Mmh. tout ce qui va être justement ces obligations un peu RH, Ouais. voilà, la Gestion des gestion de webinaires. webinaires. Voilà, exactement, ou même la gestion tout simplement, qui va être la gestion des clients, Ouais, gestion des clients, et des prospects, par ouais, exemple, qui vont être aussi dans ces modèles. Vous voyez, d'Astra, ouais. on essaie de simplifier, on intègre énormément de modèles. Vous avez un petit moteur de recherche ici, si vous voulez, vous Ah voyez ouais. regarder ces éléments-là pour pouvoir justement essayer de travailler, essayer de prendre ces modèles pour pouvoir partir là-dessus. Mmh. Très bien. Mmh. Voilà et puis après vous avez aussi des sélecteurs ici qui vous permettent de visualiser un peu par catégorie. Vous pouvez aussi après avoir aussi des vues intéressantes qui sont des vues de visualisation de tous vos éléments, de tout votre traitement. Alors là, ça peut un peu paraître, Waouh! colossal, mais ça vous donne aussi et c'est aussi intéressant parfois de voir, de dire: «Ah, bah, vous voyez ce que à quoi Ouais, ça rep qu'est-ce que ça représente la documentation de ma conformité?» Et bien, vous voyez, en fait, on voit que quand on a ça, on maîtrise déjà son sujet et ça nous permet aussi de faire déjà un premier pas dans la gouvernance des données et on voit ouais, que l'avenir nous force un peu aujourd'hui à nous amener à cette gouvernance des données ouais, d'une manière générale, donc à quelque niveau que ce soit et donc il faut pouvoir aujourd'hui travailler sur ces systèmes de visualisation, des systèmes de cartographie pour pouvoir faire de l'exploitation, de la visualisation, voilà et ça commence par les données personnelles puisqu'on a déjà un cadre qui nous le prévoit, ouais. très explicitement. Très bien, ouais, ouais. Passons aux questions comme vous le suggériez Alors, parce que le temps passe, ouais, c'est vrai. alors, Nous, on peut je en parler vois toute la journée, mais on a un oui. temps limité. Alors première question, oui, sur les langues, effectivement, il y a plusieurs langues dans Dastra, c'est le français, l'allemand, l'italien, l'anglais évidemment, mais également l'espagnol et le néerlandais. Alors je reprends peut-être quelques questions. Alors on pourra retransmettre la présentation, ça j'ai pas de souci. Hem, alors pour le séminaire, c'est une bonne question. Effectivement, aujourd'hui, le responsable du traitement de ces données, c'est, donc d'Astra, donc c'est le RGPD pour le coup. Quand bien même, vous voyez, typiquement, on est dans une situation où, vous êtes résident suisse, certes, mais comme vous êtes, connecté, vous êtes allé sur, une plateforme donc qui tout ça est soumis au RGPD, on Mmh. va être dans les obligations du RGPD de notre côté. Cela Heu, étant, cher mmh, Jérôme, oui, comme, vous traitez des données personnelles de personnes se trouvant sur le territoire suisse, oui, la LPD s'applique. Parce que peu importe que, le traitement se fasse, par, finalement un organisme qui est autre que suisse, il va devoir, répondre aux exigences de la LPD sur demande, hein, de la personne concernée et mmh, c'est ça, c'est intéressant à observer, c'est que dans le fond, eh bien, quand on est soumis au RGPD comme c'est le cas d'Astra, qui peut le plus peut le moins. Donc en étant exactement, RGPD conforme, bah, vous êtes LPD conforme, voilà. exactement et en fait, c'est pour ça qu'à la fin, la question ne se pose même plus.
Ouais, de c'est ça. savoir c'est ça. Alors sauf si on Mmh. est dans les subtilités contractuelles, juridiques, de savoir Exactement, exactement le oui, oui. périmètre de la responsabilité, mais ça bon, on n'en est pas forcément là. Mais Mmh. néanmoins, vous voyez, une demande d'accès aux données, bah, effectivement, bah, que ce soit le RGPD, l'ALPD, finalement, on va être dans les mêmes obligations et puis Mmh. effectivement, on retrouve ces sujets-là. Donc donc là-dessus, Mmh. qui peut le plus, peut le moins. Je pense que c'est effectivement ce qu'il faut arriver à Ouais, retenir, ouais. dans cet objectif que, en fait, on voit que, beh, du fait des données qui sont quand même très volatiles, on peut voir que, et on peut être très rapidement rentré dans l'escarcelle d'une réglementation, qui plus est quand on est justement au cœur de l'Europe comme la Suisse, Ouais. on va peut-être avoir plus facilement des relations avec des États membres de l'Union Mmh. européenne, que effectivement, la LPD. Ouais, Voilà. je vais répondre à la question de Ouais, François, si vous permettez, ouais. mais vraiment brièvement. Il faut comprendre que le préposé fédéral, c'est l'autorité de surveillance de toutes les entreprises et organisations privées suisses et aussi des organes fédéraux. Donc, toutes les entreprises privées sont sous la surveillance du préposé fédéral. Ce que surveillent les préposés cantonaux, c'est ceux qui sont soumis à leur loi cantonale et c'est donc les institutions publiques et parapubliques. Voilà. Et peut-être vous répondez à la question du Oui, plafond, je alors, crois il que n'y a c'est pas là. de limite de nombre de traitements, hein, sur la plateforme. Aujourd'hui, les seules limites que vous allez avoir en fonction, bah, de l'abonnement, prévu sur la plateforme, ça va être, en fonction de l'organisme. C'est-à-dire que nous, on va fonctionner plutôt à l'organisme, c'est-à-dire qu'on appelle l'entité, c'est-à-dire qui doit mettre en place un certain nombre de choses, dont un registre. Ensuite, qu'elle mette, 10 traitements ou 500 traitements dans son registre, ça c'est pas il y a pas de différence, de ce point de vue-là, donc au niveau de cette limite, y compris, sur les autres modules. Si vous avez, des dizaines, des centaines d'exercices de droit qui sont documentés ou simplement une dizaine, eh bien, ça n'aura pas, d'incidence particulière en termes de limite de ce point de vue-là. Mmh. Très bien. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions sur, de ce point de vue-là? Voilà, je passe les petites slides que j'ai pas pu passer tout à l'heure, mais c'est exactement un peu ce que j'ai Mmh. dit, hein. Vous voyez, on va être, sur ce sujet-là. Il y avait quelques éléments qui avaient été donc des liens Mmh. intéressants que vous pourrez regarder quand on vous retransmettra le Mmh. document, hein, notamment sur, bah, le lien vers la loi tout simplement, Mmh. et donc les liens vers les outils qu'on a présentés également ici, de ce point de vue-là. Ouais, parfait. Parfait, bah, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de l'heure. Mmh. Bien si on n'a pas de nouvelles questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci. Et ben, merci beaucoup à vous et puis n'hésitez pas, alors on mettra à disposition le replay, voilà, si vous voulez revoir cette présentation et si vous souhaitez, hein, on peut vous envoyer la présentation. N'hésitez peut-être pas à nous envoyer un email, pour nous solliciter la présentation, donc au format PDF, qu'on vient de Mmh. vous présenter ici. Très bien. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup Isabelle Au et à revoir, merci très Jérôme. bientôt. Au revoir.